Bonjour à tous. Je crois qu'on peut commencer cette conférence de presse sur les violences contre les syndicalistes d'ArcelorMittal à Strasbourg. Tout le monde connaît ce qui s'est passé il y a 2 semaines pendant la plénière de Strasbourg, mais je passe directement la parole au député Jacky Henin qui va présenter aussi nos invités. Écoutez, je vais proposer, moi, aux invités de se présenter par eux-mêmes. Ça va aller aussi vite. On va commencer par ma droite. C'est pas la main que je préfère, mais... Oui, Georges Spers, je suis le responsable du comité d'entreprise européen pour le groupe salarial et je suis issu de la FGTBM OEB du site de Liège. À toi, Nico. Donc Nico Cuet, secrétaire général des métallos de Wallonie et de Bruxelles, et donc en charge de la sidérurgie comme mandat aussi. Voilà, moi je m'appelle David John, je suis intérimaire sur les lignes de production d'ArcelorMittal Liège, et c'est à moi qu'il est arrivé l'accident de Strasbourg. Donc, bonjour, Fabien Bones, je suis délégué FGTB à ArcelorMittal Liège. Alors, pourquoi cette conférence de presse ? Nous étions en pleine discussion avec les salariés des différentes usines de Mittal, du Luxembourg, de Liège et de France, quand nous a été communiqué le fait qu'il se passait des événements durs à l'extérieur. Au-delà de l'annonce d'événements durs, a été tout de suite annoncé qu'il y avait des blessés. Au départ, on nous a dit des. Immédiatement, la réaction des salariés, elle a été des plus simples, c'était de dire on ne peut pas rester à l'intérieur du Parlement à discuter quand nos camarades dehors sont en train de se faire bousculer, matraquer, taser, gazer. Les salariés ont donc demandé à sortir et les 2 groupes qui les recevaient, tant les Verts que le groupe Gouet, pour un certain nombre de leurs députés, les ont accompagnés. C'est vrai que quand on est arrivé sur place, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un piège énorme, puisque les salariés, les quelques salariés qui étaient encore là, parce que tous n'étaient pas là, étaient complètement encerclés par les forces de l'ordre. Et puis plus tard, on a appris la blessure grave qu'avait subie notre camarade. J'ai pris la parole dans le Parlement européen pour demander à ce que le président du Parlement européen demande des explications au gouvernement français, ce qui est un minimum. Quand même, des salariés venus discuter de l'avenir de leur profession, venus défendre des idées différentes que celles de casser les entreprises, qui sont en pleine forme quand ils arrivent, qui sont jeunes et qui vont rester marqués le restant de leur vie par des blessures graves. Ça n'est pas acceptable. Et je voudrais le faire en mon nom personnel, même si ça n'est pas à moi de le faire. Je voudrais d'abord lui présenter les excuses quand même de la France, parce que c'est un pays où actuellement sévit un gouvernement de gauche, et c'est sous un gouvernement de gauche qu'un jeune est blessé de blessures graves qui vont lui laisser des traces. Et c'est sous ce gouvernement qu'on casse un certain nombre d'entreprises qui pourraient nous permettre de construire de la richesse, alors qu'on pourrait faire complètement différemment. Nous en appelons, nous, à ce qu'une enquête, mais une véritable enquête, soit faite le plus rapidement possible, qu'elle détermine les responsabilités, mais qu'elle n'enterre pas les responsabilités, parce qu'il va être très facile de venir nous dire qu'on ne sait pas, on n'a pas vu, Il y avait des tas de gens qui faisaient des photos. Nous, on les a remarqués quand on est arrivé. Il y avait des tas de gens qui filmaient. Je ne parle pas de journalistes. Il y avait des tas de gens qui filmaient, de la police. Donc, ils ont obligatoirement des traces de ce qui s'est passé. Et à preuve du contraire, toutes les consignes qui sont habituellement données, c'est de ne pas mettre en danger la vie des manifestants. Certes, la vie n'est pas en danger, mais les blessures sont très graves. Et donc, ça n'est pas normal. En conséquence, nous estimons que l'enquête doit être poussée le plus loin possible et que toutes les décisions doivent être prises en justice ou ailleurs pour que... Non, on ne peut pas réparer. C'est pas possible, on ne peut pas réparer. Mais pour qu'au moins justice soit faite.
C'est un minimum. Derrière, je suis de ceux qui continuent à dire qu'il faut qu'on continue à se battre, malgré les événements douloureux, pour montrer à tous que d'autres solutions sont possibles que la fermeture de nos usines, qu'il est indispensable que nous continuions les discussions que nous avions entamées sur, pourquoi pas, un travail commun entre le Luxembourg, la Belgique et la France sur la constitution d'un groupe sidérurgique européen puissant, en capacité de fournir l'acier dont nous avons besoin sur tout le territoire européen, d'un financement par le Parlement européen de la recherche-développement qui nous permette de reprendre de l'avance par rapport à nos concurrents, d'un financement par la Banque européenne de moyens visant à aller plus vite et plus fort dans une sidérurgie de meilleure qualité. Et ça, nous souhaitons le reprendre le plus rapidement possible, mais dans d'autres conditions que celles que nous avons vécues à Strasbourg. Il y a besoin, pour que le véritable dialogue social s'installe, que les relations soient saines et que l'on ne commence pas à fouiller les manifestants en les bousculant, en utilisant le taser à 10 km du lieu de manifestation, en arrêtant les gens. C'est pas possible. C'est pas des méthodes acceptables pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Moi, j'en arrêterai là, simplement pour dire que nous sommes à tes côtés. Évidemment, c'est facile de le dire, mais on y était hier, on y est aujourd'hui, on y sera encore demain. Et que je crois que pour toi, comme pour tous les jeunes et moins jeunes qui sont dans la sidérurgie, il est indispensable qu'on unisse nos forces pour faire en sorte qu'on montre vraiment qu'il y a des citoyens qui veulent autre chose. Une autre Europe, une Europe qui prenne en considération les besoins des femmes et des hommes qui vivent sur son territoire. Je te donne la parole. Oui. Et puis on te le donne tout de suite après, même si tu as bien expliqué. On va lui donner parce qu'il a dit que... Oui. Oui, voilà. Peut-être, parce que je pense que c'est pas à lui de le dire, c'est à moi de le dire. On a déposé une plainte. Donc on a déposé une plainte contre X et contre l'État français. Donc vous comprendrez que sur les circonstances dans lesquelles l'incident est arrivé, que John aujourd'hui n'exprime pas un certain nombre d'éléments. Il y a une enquête, on réunit toute une série de témoignages. Les avocats nous ont dit de ne pas aborder l'incident en tant que tel. Et donc, je lui rappelle qu'il ne peut pas aborder l'incident en tant que tel, quoi, hein. Mais sur tout le reste, évidemment, il a des opinions qui sont très bien arrêtées. Et donc, c'est à lui de s'exprimer sur le contexte en général. C'est bien expliqué. Donc voilà, moi j'estime que la sidérurgie, au point de vue européen, c'est quelque chose de viable. C'est quelque chose que on doit être fier, parce que ça fait plus de 300 ans que nous faisons tourner nos usines, qui tournent très bien d'ailleurs. Moi je me souviens bien avoir été travailler à Chertal en 2008. Donc décembre 2008. Et avant de fermer Chertal, nous battions des records de production. Donc c'est des usines qui fonctionnent très bien. Travailler dans la sidérurgie, ça peut avoir une deuxième famille. Parce qu'on est 8 heures à la maison avec sa femme, on est 8 heures avec les collègues et on est 8 heures en train de dormir. Donc il y a une ambiance particulière dans nos usines. Et moi, ce qui me dégoûte un peu, c'est d'entendre dire que les métallos liégeois ou lorrains sont des casseurs. Ce n'est pas vrai, ce sont des gens qui défendent leur travail, leur emploi et leur famille. Parce que d'un côté, comme je vous le disais, c'est une famille. Et moi, je trouve aberrant que quelqu'un qui fasse des milliards d'euros de gains, de production, puisse décider comme ça, d'un jour à l'autre, de fermer nos usines. Et si je reprends l'exercice 2010 de M. Mittal en Belgique, ça représente 1,4 milliard d'euros. Il y a 496 euros de contribution. Donc c'est assez dire que M. Mittal paye 1200 fois moins de contribution que moi. Moi, je trouve ça aberrant et moi, je suis là aujourd'hui, je continue le combat pour pouvoir avoir gain de cause pour moi et mes collègues. Et je ne laisserai pas tomber. Je ne laisserai jamais tomber. Oui, moi peut-être pour resituer un petit peu le contexte.
En fait, d'abord te remercier, Jackie, parce que être reçu comme on a été reçu au Parlement de Strasbourg par les forces de l'ordre, ça laisse une vision de la démocratie européenne absolument catastrophique. Je pense que tous les travailleurs qui sont rentrés dans leur bus après se sont dit, cette Europe-là, franchement, on y allait pour essayer de solutionner nos problèmes. Et quand on voit comment on a été reçu, c'est indécent. Et bien sûr, on ne réimagine pas une Europe qui serait solidaire, qui serait à l'écoute de ses citoyens quand on a vécu ce qu'on a vécu à Strasbourg. Et on doit, nous, dans les ateliers, recorriger lourdement le tir parce que il y a une vision mais extrêmement négative de l'Europe. Donc se retrouver ici, grâce à ton invitation, avec l'ensemble de mes camarades, c'est aussi dire qu'il y a d'autres Europes possibles, d'autres Europes possibles, et j'espère qu'après la discussion qu'on aura, on puisse aller vers d'autres Europes possibles. On avait décidé cette manifestation parce que dans nos pays, et après avoir fait le constat, que ce soit au Luxembourg, que ce soit en France, avec l'OGBL, la CGT, la CFDT, la CSC, on s'est dit que c'est le lieu le plus adéquat pour essayer de trouver des solutions à la fermeture des entreprises. Le cadre national se réduit de plus en plus et donc aller vers un cadre européen, c'était ça la volonté en tout cas exprimée par l'ensemble des travailleurs et des organisations syndicales. On a été reçus comme de véritables terroristes. Je ne sais pas comment il faut dire ça, pourtant on n'est pas nouveau dans l'organisation des manifestations. Un certain nombre d'éléments ont été échangés avec les forces de l'ordre. On avait un responsable par car, chaque responsable avait un numéro de GSM à transmettre aux responsables des forces de l'ordre et nous pensions que la situation était sous contrôle. On a accepté, et je dois le dire, qu'on regarde l'écart de près parce qu'un certain nombre d'éléments, d'informations que la police nous donnait, c'était que des personnes du Black Bloc, enfin toute une série de groupes allaient infiltrer les cars. Quand on a regardé, nous, ce qu'il y avait comme personnes dans le car, il n'y avait que des travailleurs d'ArcelorMittal. Il n'y avait pas de groupe extérieur, il n'y avait personne qui a infiltré les cars, ni au départ, ni à l'arrivée. Et donc on s'est dit que, voilà, la manifestation, on nous avait promis 1 kilomètre de manifestation, et puis quand on est arrivé, on a encadré les cars, enfin les fouilles. Petite parenthèse par rapport aux fouilles, on a eu un car qui a été fouillé 3 fois. Donc on a fait sortir les gens du car, fouiller individuellement, on a fouillé le car, on a fait rentrer les gens dans le car, on a attendu une demi-heure, on les a fait ressortir, refouiller, re-rentrer dans le car, enfin 3 fois. C'est assez aberrant. Moi, depuis que je fais du syndicalisme, je n'ai jamais vu un dispositif pareil. Surtout qu'on avait déjà communiqué aux forces de l'ordre qu'il n'y avait que des travailleurs d'ArcelorMittal qui étaient dans ces cas. Et puis le dispositif à l'arrivée, on nous avait promis une manifestation d'1 kilomètre, on s'est retrouvé, mais vraiment encadré par les forces de l'ordre, les cars étaient dans un parking totalement fermé, une porte pour sortir, et puis on faisait 50 mètres ou 100 mètres à l'intérieur, et voilà, des forces de l'ordre vers le Parlement, les 2 rues qui mènent vers le Parlement, des forces de l'ordre vers le centre-ville, et une partie des forces de l'ordre aussi sur le boulevard qui amenait les cars. Donc c'était une véritable ratonnade. Je ne sais pas comment on peut exprimer cela, mais on s'est dit, voilà, les gens sont relativement calmes, nous on va quand même faire notre travail au Parlement européen, et puis au fur et à mesure qu'on a rencontré les différents groupes, les différents parlementaires, on s'est rendu compte que la situation à l'extérieur, les témoignages tirés au taser à l'intérieur du bus de la CGT, ce qui est aberrant. Je veux dire, quand on est dans le bus, on n'a pas encore fait du désordre public. Voir des gens sortir du car parce qu'il y avait une file, se faire gazer directement qu'ils sortaient des cars, et puis
et puis ce qui est arrivé à John, mais c'est ce qui est arrivé, mais c'est l'arrivée de l'ambulance. Parce que quand on a commencé à nous envoyer des SMS pendant qu'on était à l'intérieur du Parlement européen, c'est que les forces de l'ordre refusaient de faire passer l'ambulance. Et donc il a fallu l'intervention des différents députés qui étaient à l'intérieur du Parlement européen pour faire comprendre aux forces de l'ordre qu'une ambulance était nécessaire, et c'est à ce moment-là que l'ambulance a été lâchée. Je dois terminer parce que une fois qu'on a commencé à discuter avec les forces de l'ordre, ça s'est apparemment apaisé. Mais donc, je pense que c'est lié aux parlementaires européens qui étaient présents. Mais je dois vous dire que pour avoir négocié avec la responsable de la gendarmerie sur place, puisque j'étais dans le groupe qui a pu discuter avec la responsable de la gendarmerie, c'est ce qui s'est passé aussi. Il y avait 2 arrestations. 2 personnes qui avaient été arrêtées, et donc la volonté de l'ensemble des travailleurs, c'était de récupérer leurs camarades qui avaient été arrêtés pour pouvoir repartir. Ça a été une tractation de pratiquement 1 heure pour lesquelles on m'a dit, et on a dit aux députés qui étaient présents d'ailleurs, écoutez, on parle avec le procureur et dès que le procureur donnera son avis, on essaiera de trouver des arrangements. Les arrangements, au bout d'un certain nombre de discussions, et ça a été dit publiquement, c'est « Ok, si vous rentrez dans l'écart, on libère vos 2 garçons à 19h. » Et madame, c'est bien l'engagement. Monsieur, j'ai eu le procureur, c'est bien l'engagement qui a été pris. Donc j'ai dit, ok, je m'en fais responsable, on ira chercher nous-mêmes les 2 garçons au poste de police, rue de l'Hôpital, et donc le rendez-vous était prévu à 19h au poste de police, rue de l'Hôpital, si ma mémoire est bonne. À 19h, quand on est allé chercher les 2 garçons qui devaient être libérés, on leur a dit, ah non, pas du tout, vous attendrez encore, puisque le procureur est en train de l'interroger. Alors que la responsable de la gendarmerie nous avait clairement évoqué qu'à 19h, il serait libre. On verra les conséquences judiciaires par après, mais qui serait libre à 19h. Et donc, on a libéré ces 2 garçons seulement aux alentours de minuit, minuit moins quart ou 1 heure pareille. Donc dire que même les engagements, pour essayer de calmer la situation, même ces engagements n'ont pas été respectés. On a vraiment l'impression qu'il y avait une volonté non seulement de réprimer, mais aussi d'humilier les personnes qui se sont rendues à Strasbourg. Franchement, c'est une énorme déception. Et en tout cas, en ce qui concerne mon organisation, on pensait que la reprise en main par un gouvernement de gauche des conflits sociaux nous permettrait d'être un peu plus à l'aise. On va finir, je sais que ça va être très dur ce que je vais dire, mais on va finir par regretter Sarkozy à la place de Valls, parce que quand on voit ses déclarations par après sur la considération qu'il a des mouvements sociaux, c'est de quoi attraper froid dans le dos. Donc, merci Jackie de réouvrir la porte du Parlement européen et de pouvoir venir exprimer en tout cas un certain nombre de frustrations qu'on a par rapport à ce déplacement à Strasbourg. Je rappelle simplement qu'on a dit à M. Schulz, président du Parlement européen, de regarder de près et d'intervenir dans l'enceinte du Parlement européen. Je vois que même ça n'a pas été fait comme on l'aurait souhaité. Voilà, moi je suis disponible pour toutes les questions que vous souhaitez, et si vous voulez avoir aussi des questions sur la situation d'ArcelorMittal aujourd'hui en fonction de ce qui s'est passé avec Tajani hier, évidemment, on est disponible aussi. Personnellement, j'aurais voulu, en tant que président du groupe salarial du Conseil d'entreprise européen d'ArcelorMittal, mettre l'accent sur la violence aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu de la violence à Strasbourg et c'est vraiment regrettable, comme on l'a expliqué, et depuis que l'accident est arrivé à John, on dort tous mal. En tous les cas, la délégation locale, on a vécu ça, mais vraiment très mal, au fond de soi-même. Mais je voudrais quand même dire les causes de cette violence aussi, c'est la violence de Mittal, la violence avec laquelle
il détruit l'emploi en Europe, l'emploi en sidérurgie, et dont on sait que toute son importance, parce que ces emplois sont structurants en sidérurgie. Derrière, il y a des milliers d'autres emplois. Et donc, simplement dire que Mittal, en 2006, c'était 145 000 emplois, et aujourd'hui, c'est 93 000. Il a externalisé des fonctions comme la comptabilité, il a externalisé toute l'informatique, il sac dans les emplois de bureaux et des frais fixes, et il ferme de nombreux outils. Et donc, moi, je voulais vraiment mettre l'accent, parce qu'on peut en faire une littérature de tous les méfaits vis-à-vis de l'Europe, et en particulier de Liège, mais aussi de nos camarades de Florange. Et finalement, on est tous touchés par cette violence qu'a Mittal. Je dirais qu'en quelques mots aussi, s'il a, grâce à l'argent de la sidérurgie, acheté des mines, et qu'aujourd'hui, parce qu'il s'est endetté en achetant des mines, c'est aujourd'hui aussi, il doit maintenir des prix élevés, et pour cela, il ferme des pans entiers de la sidérurgie pour essayer de maintenir des prix, et c'est ça sa politique en réalité. C'est, comme vous le disiez tout à l'heure, une politique de profit, et uniquement de profit, et au détriment de l'emploi dans l'Europe. Et moi, je voulais juste mettre l'accent sur cette violence. C'est là où on jette des milliers de travailleurs à la rue, qui ont leur famille à nourrir, qui ont des enfants qui sont aux études, et parfois sous les ponts, parce qu'en Belgique, on a une structure sociale assez développée, mais dans certains pays, et je pense aux pays de l'Est, c'est bien pire. On jette des gens sous les ponts. Et ça, c'est vraiment aussi de la violence. Et ça, je tenais à le souligner. Est-ce que tu veux dire un mot, Paul? Est-ce que tu veux dire un mot? On va conclure ensemble, si oui. Tu veux bien. Moi, je vais avoir une conclusion très simple, mais nous sommes particulièrement inquiets de la situation présente. On parle de Mittal, de ce qui nous est arrivé, de ce qui t'est arrivé, mais on doit regarder aussi autour de nous tout ce qui se passe dans la société européenne. Chaque jour, ce sont des milliers de nouveaux licenciements qui sont annoncés. Pas que nous. Hein. Chaque jour, ce sont de nouveaux patrons qui réagissent avec la violence verbale, avec la violence physique contre les salariés. Chaque jour, ce sont des décisions qui ne respectent ni les femmes, ni les hommes, ni les enfants qui sont prises. Je vais n'en prendre qu'une seule. Le Conseil, vous savez, ces chefs d'État qui se réunissent, qui sont plus forts que le Parlement européen, ont décidé tout seuls de réduire le budget du Parlement européen de 8,5%. Alors, on va demander aux parlementaires de voter ce budget. Mais en gros, ce budget, on l'a déjà fait. 1, on l'a réduit. 2, on s'est déjà fait les cadeaux à l'intérieur. Et on dit après aux parlementaires, bon, on l'a réduit, on s'est fait les cadeaux, maintenant vous habillez tout ça de chocolat et vous le votez. C'est vraiment du mépris et de la violence intellectuelle. Et derrière, sur une seule décision, pour vous montrer que l'Europe, elle n'a même pas la dignité de répondre aux besoins élémentaires de ses citoyens, alors qu'il était prévu une somme de 3,5 milliards pour venir en aide, le programme alimentaire européen. On le réduit à 2,1 milliards. C'est-à-dire qu'au moment où la crise est la plus profonde, au moment où on jette des millions de salariés au chômage, on ne va même plus continuer à donner à manger à ceux qui ont faim. Si c'est cette image-là de l'Europe que l'on veut véhiculer, nous n'en voulons pas. Et c'est pourquoi nous appelons à la solidarité européenne des salariés pour progressivement construire une autre Europe. Une Europe qui se construit sur d'autres bases. Et des bases qui soient des bases de solidarité, des bases de conventions collectives élevées, de salaires qui permettent la dignité dans la vie de la famille, de bases qui permettent à vos enfants de pouvoir étudier dans les meilleures conditions, de bases qui permettent surtout à tous les Européens de se parler en se respectant et pas de les opposer entre eux. Moi, j'en termine là-dessus et puis je te laisse un mot de conclusion si tu le veux bien. Oui, donc moi je reviens enfin
voilà, on ne peut pas continuer comme ça. En Grèce, le nombre de suicides devient presque un chiffre tabou. En Espagne, le nombre de personnes qui se jettent par les fenêtres devient aussi presque un chiffre tabou parce qu'on vient leur enlever leur maison. En Grèce, j'écoutais une députée hier, au Portugal, c'est aussi la montagne de désespérance que l'on est en train de créer dans ces pays se traduit par un certain nombre de personnes qui se suicident. En France, l'immolation de chômeurs va devenir presque une banalité. Quand ça se passe dans les pays de l'Afrique du Nord, ça devient des révolutions. Ici, je suis désolé s'il y a des médias présents, mais on a l'impression que l'on banalise ce qui est en train d'arriver. Donc c'est une situation où les gens sont entrés dans une désespérance extraordinaire. Nous, ce qu'on essaye, malgré les coups physiques qu'on reçoit, c'est de refaire cette espérance. Malheureusement, l'Europe ne prend pas cette ligne-là. On vient d'évoquer les diminutions de budget. Moi, j'aimerais évoquer, et s'il y a de la presse belge ici, au moins qu'elle en tienne compte. Je sais que par ailleurs, la Ligue belge des droits de l'homme est en train de faire un travail extrêmement important, et c'est la retranscription de la directive européenne sur le terrorisme, où on voit qu'au Sénat belge, au Parlement belge, on est en train de créer un flou artistique sur cet article ou cette transposition de la directive européenne, et où on se rend compte que des actions syndicales pourraient être considérées comme un acte terroriste avec tout ce que ça implique comme processus législatif derrière. C'est insupportable. Si c'est ce genre de réponse qu'on va avoir au niveau des luttes sociales, c'est totalement indécent. J'espère que cette conférence de presse serve à au moins transmettre ce message-là. On s'associe en tant que syndicaliste, et la FGTB au niveau fédéral s'est associée à la Ligue belge des droits de l'homme pour faire en sorte que cette directive soit bloquée et ne soit pas retranscrit en droit belge, parce que sinon c'est toute l'action syndicale et c'est tous les mouvements sociaux qui risquent d'être pénalisés. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, Jacques.